Si la guerre on éduquait, à présent on formatera. Hier on émancipait, de nos jours on cadrera. Que penser de cette présentation de la crise? Qu'elle n'est pas sans fondement, mais qu'elle est peut-être un peu simpliste, un peu unilatérale. Alors qu'elle ne soit pas sans fondement, certes, on peut s'inquiéter en effet de voir la mer des rapports marchands monter sans cesse dans notre monde, hein, ne laissant plus subsister que des petits îlots de gratuité. On peut s'inquiéter aussi, en effet, d'une espèce de méconnaissance de la spécificité des secteurs. Si ce n'était pas clair, vous me le diriez. Hein. Je veux dire par là que parfois, on croit que l'on peut transposer ce qui marche dans un secteur à l'autre sans difficulté. Voyez ? Alors en effet, c'est très inquiétant, mais je dirais que cette présentation-là, elle a quelque chose d'un peu manichéen, parce que tout d'abord, elle est fondée sur une nostalgie de l'ancien monde. Vous savez, tout geste nostalgique est toujours précédé d'un geste d'idéalisation du passé. Et donc, quand on dit « avant, c'était mieux, on va vers la catastrophe », eh bien, on fait généralement précéder ce geste de nostalgie du passé d'un geste d'idéalisation du passé. Voyez ? Et donc, on idéalise un passé mythique où véritablement tout aurait été pour le mieux dans le meilleur des mondes, pour mieux contenter le présent, pour mieux dire du mal du présent. Moi, je dirais que l'Ancien Régime n'avait pas que des vertus. Il est de nécessaires remises en question, dont le rappel des missions peut être la salutaire occasion. Et même l'évaluation des comportements et des pratiques peut être aussi la salutaire occasion. Ne nous arrondissons pas bourgeoisement dans la pénardité confortable de la bonne conscience. Pénardité, c'est une notion que je lance sur le marché des concepts, pour l'instant sans aucun succès, enfin ça viendra peut-être un jour. Eh bien, ne nous arrondissons pas bourgeoisement dans la pénardité confortable de la bonne conscience. Parce que qui a une conscience ne l'a jamais durablement bonne. Et il en va de la conscience professionnelle comme de la conscience morale. Elle empêche la thésaurisation des mérites. Elle empêche la capitalisation des actions. La conscience morale, c'est une voix. Elle a une voix. Elle n'a pas d'oreille. Et elle nous dit toujours l'écart qu'il y a entre ce que l'on est et ce que l'on devrait être. Celui qui dit « j'ai ma conscience pour moi » est à coup sûr un scélérat. Car c'est le salaud qui dit « j'ai ma conscience pour moi ». Il le dit généralement à voix haute, à voix tonitruante. Mais pourquoi parles-tu si fort ? Tu parles si fort pour qu'on n'entende pas l'humble voix qui, mezza voce en ton intériorité, est la voix de la mauvaise conscience et te dit qu'il n'est pas sûr que tu aies vraiment agi aussi bien que tu le prétends. Vous voyez ? Si vous avez, j'espère que vous avez bonne conscience en ce moment, mais j'ai envie de dire que ce que disait le docteur Desmorales, inventé par Pierre Desproges, ça ne durera pas. C'est une minute nécessaire de M. Cyclopède, dont on a un souvenir, qui nous illustrait la chose. Et donc on voyait Pierre Desproges dire, si Pasteur a inventé la pasteurisation, le docteur Desmorales a inventé la démoralisation. Petite anecdote de la vie du docteur Desmorales qui illustre la chose. Et alors on voyait Desproges avec une blouse blanche sortir de son appartement où il y avait une plaque dorée où il est écrit docteur Desmorales. Bon. Et alors il descend ses escaliers et là se trouve sa concierge qui est en train de balayer et qui dit au docteur Desmorales « Beau temps, non docteur ?» Réponse du docteur « Ça ne durera pas. » Et oui, le docteur Desmorales a inventé la démoralisation. Eh bien, si vous avez une bonne conscience, si vous avez votre conscience bonne en ce moment, et je vous le souhaite, si elle vous approuve en ce moment, j'ai envie de vous dire que malheureusement, ça ne durera pas. Car la conscience morale est pour nous dire l'écart qu'il y a entre ce que nous sommes et ce que nous devrions être. Elle est là pour nous rappeler notre perfectibilité, c'est-à-dire qu'elle est là pour nous rappeler nos imperfections. Elle empêche ce que j'appellerais la thésaurisation des mérites ou la capitalisation des bonnes actions. La noblesse des missions ne suffit pas à assurer la noblesse des pratiques. Et ce n'est pas parce qu'on travaille dans un secteur noble
où en effet on vient au secours des plus fragiles des hommes, des plus fragiles des chairs, des plus blessés des cœurs, des plus douloureuses des âmes, c'est pas parce que on travaille dans un secteur dont les missions sont nobles que forcément on a des pratiques nobles. Et en effet, je me méfie donc de cette idéalisation du passé à l'origine du geste nostalgique qui voudrait justement que la crise qu'on vit soit très simplement explicable, le passage du meilleur au pire, ce qui nous conduirait au fond à quelque chose comme à une espèce de crispation devant toutes les innovations qui nous sont imposées. La présente crise, oui, elle s'explique en partie ainsi. Mais en même temps, elle ne s'explique pas que ainsi. La présente crise ne s'explique pas que comme le douloureux passage du public au privé, la périlleuse substitution aux belles idées républicaines des sordides idées néolibérales. Ce serait le cas qu'il faudrait entrer en résistance. Et il est bien des endroits où il faut entrer en résistance. Mais il ne me semble pas que la posture de celui qui résiste à tous les changements, à toutes les innovations, soit forcément la bonne. Comme le dit magnifiquement René Char, le mal vient toujours de plus loin qu'on ne croit, et il ne tombe pas toujours sur la barricade qu'on lui a choisie. C'est magnifique ça. Le mal vient toujours de plus loin qu'on ne croit et ne tombe pas toujours sur la barricade qu'on lui a choisie. Les Français pensaient empêcher une nouvelle invasion du territoire français par la ligne Maginot. Ben évidemment, ils sont passés ailleurs. Et alors, il arrive parfois que, alors attendez, il y a des endroits où il faut résister, où il faut mettre des barricades, où il faut refuser des évolutions qui vous sont imposées et qui dénaturent vos pratiques et qui vous empêchent de réaliser les missions qui sont les vôtres. Mais en même temps, il n'est pas sûr que ce soit en mettant cette barricade-là que forcément on évitera les dangers. La crise que nous traversons, il me semble qu'en un sens, elle est en un sens plus grave que ne le croient ceux qui l'expliquent comme je viens de dire, en disant c'est le passage d'un bon paradigme à un mauvais paradigme. Parce qu'il me semble qu'on est un peu perdu, parce que souvent on est victime d'injonctions paradoxales. On exige de vous des choses qui ne vont pas bien ensemble, vous voyez. Il y a une obsession de la rentabilité qui est en même temps contemporaine d'une obsession de l'éthique. On n'a jamais autant parlé d'éthique et que pour que vos établissements soient accrédités, etc., il faut absolument que vous montriez qu'éthiquement vous êtes impeccable. Bon. Et puis en même temps, il y a une obsession de la rentabilité. Voilà pourquoi, pour terminer cette première partie, pour décrire la crise qu'on vit, eh bien je dirais que la crise qu'on vit, elle est assez bien décrite par Jean Giono, évidemment c'est une métaphore, dans le dernier texte qu'il a écrit qui s'appelle « De certains parfums », texte que l'on peut voir encore sur le petit bureau de Giono, si l'on va visiter sa maison à Manosque. Et dans ce texte qui s'appelle « De certains parfums », Giono nous décrit trois mondes où l'on est en effet vraiment perdu, trois mondes vraiment en crise. C'est le désert de Gobi, c'est la jungle de l'Inde et c'est la mer déchaînée en dessous du Cap Horn. Et ces trois mondes sont des mondes où l'on est sans repère. Des mondes où finalement on risque à tout moment de se perdre, pas simplement parce qu'on passerait d'un repère à l'autre, mais parce qu'on vous propose plusieurs repères en un sens un peu contradictoire. Dans ces mondes-là, au fond, on a perdu le nord. On a tellement perdu de l'or qu'on est à l'ouest. On est même plus qu'à l'ouest, parce que quand on dit qu'on est à l'ouest, ça veut dire qu'il y aurait quand même une certaine direction. Non, on est désorienté. Alors désorienté, c'est avoir perdu l'Orient, c'est avoir perdu l'Est. On a perdu le Nord. On est tellement perdu qu'on n'est même plus à l'Ouest. Alors il reste le Sud, peut-être. Oui. Eh bien, le Sud, c'est ce vers quoi il faut aller justement en bâtissant ce que j'appellerais tout de suite l'intelligence collective. Mais un petit mot sur Giono. Jean Giono, donc, dans certains parfums, décrit trois mondes difficiles. Le désert de Gobi, la jungle de l'Inde et la mer déchaînée en bordure du Cap Horn. Alors le désert de Gobi, voilà ce qu'il écrit. Quand on va de Merv à Balkh, écrit Giono, on traverse une étrange steppe désolée. Tout y est mouvant et indécis. Ne s'y hasardent que les hors-la-loi.
Sable, rocher, dune, marécage, rien n'y est défini, tout y est indécis. Ce qui terrifie surtout, c'est l'imprécision. On préférerait être sûr de quelque chose, même de la mort, mais on n'est sûr de rien. Cette région n'a pas de nom. On y voit des fleuves qui changent de place. Ils coulaient nord-sud, ils coulent est-ouest, ou bien ils retournent à leur source, ou brusquement disparaissent presque sous nos yeux. Et je trouve que ça décrit assez bien un petit peu ce que l'on vit aujourd'hui, où en effet on vous demande de changer de repère très souvent, des fois c'est simplement des codes informatiques, hein, et tout d'un coup le fait qu'on vient de passer des années à remplir des tableaux, et que 5 ans après, au moment d'une nouvelle évaluation, c'est des tableaux qui n'ont absolument rien à voir. Rien que ça paume un peu son homme. Enfin. Et Jean Giono nous dit que dans ces mondes-là, eh bien, la plupart des hommes embarqués n'en reviennent jamais. Les seuls qui ne s'y perdent pas, nous dit-il, c'est ceux qui s'y sont embarqués avec un minuscule baluchon, un petit paquet de toiles grossières où se trouvait un parfum. Ce parfum, chacun composait le sien, à sa manière, avec de la rosée subtile, du musc, un peu de résine. Ce parfum sera un viatique, un guide qui sauvera l'âme. Et voilà ce qu'ajoute Giono. On pouvait très bien subsister dans ces espaces désolés. On y trouvait facilement une plante au petit feuillage rond, avec une fleur jaune microscopique, mais qui s'enracinait en des tubercules farineux, comestibles, nourrissants. Quant à l'eau, il y en avait, il n'y avait pas de jour, même d'heure, sans rencontrer quelques ruisseaux en balade, ou un étang en train de se carapater, ou une flaque d'eau. Mais l'âme. Dans ce genre de monde, on perdait son âme. Or, quels sont les seuls qui retrouvaient leur âme? Eh bien, les prisonniers qui s'étaient embarqués dans ce monde avec un petit paquet de toiles où il y avait un parfum. C'était un parfum, un esprit, un viatique. Non seulement il suffisait, mais il était absolument indispensable. Deuxième monde, immonde, où on est perdu, où on est désorienté, où on a perdu le nord, où on n'est même pas à l'ouest, où on ne sait plus où on va, la jungle. Et là encore, c'est une métaphore judicieuse, parce qu'il y a la mise en concurrence des différentes institutions, dont mon prédécesseur, je crois, vous a parlé, qui donne parfois l'impression qu'on est en effet dans une espèce de jungle, où on doit se bagarrer tout le temps. Et voilà ce qu'écrit Giono. Sous les Han, l'aristocratie chinoise se servait abondamment de parfums artistement agencés, surtout à l'époque de la chasse impériale. En temps normal, quelques grains d'anis ou de coin suffisaient. Mais quand rhinocéros et tigres surgissaient du noir des forêts ou du brouillard des marécages, quand il fallait se mettre en frais, nus et sans armes devant des bêtes féroces, quand tigres, léopards, cerfs, sangliers, ours géants pêle-mêle pour chasser éclataient en griffes et dents, alors on avait besoin d'un parfum spécial pour rappeler l'âme. Ce parfum spécial était combiné par des chimistes. Leur pharmacopée a laissé des recettes. Ils utilisaient des poudres telluriques. Il s'agissait de piler et de mélanger du silex, du porphyre, de la serpentine et des pierres. Et troisième espace décrit par Giono, la mer déchaînée en bordure du Cap Horn. C'est un espace, comme le dit Giono de manière amusante, qui ne prédispose pas à la franche rigolade. Et alors en effet, la mer au sud du Cap Horn, comme dit Giono, là ce ne sont que tempêtes, tourbillons, diablerie du fin du monde, neige, grêle, ouragan qui tournent dans le sens des aiguilles d'une montre autour des dépressions, mais en sens inverse autour des airs anticycloniques, avec de forts effets de mirage qui déforment même l'imaginable. Et dans ces lieux terribles, nous dit Giono, la plupart des bateaux sombrent très vite. Si on a le temps, on met à mettre des chaloupes. Presque toutes sont vite projetées comme des toupies vers l'inconnu, on ne les revoit jamais. Mais les seuls marins qui vont revenir nous ont dit ce qui les avait sauvés. C'était une odeur de baleine, un parfum si violent, si épicé, malgré les bourrasques, qu'ils s'en retrouvent requinqués. Alors, on met la piste vers l'origine de ce parfum et on est sauvé. Et ce que nous dit Giono, c'est que ce qui peut passer comme un luxe en temps de détresse est au contraire absolument nécessaire. Un petit parfum, un petit baluchon où on met des choses auxquelles on croit, 3 parfums auxquels on croit, eh bien c'est ce qui permet de se sauver, de ne pas se perdre en bordure du Cap Horn, dans la jungle ou dans le désert de Gobi.